Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de convocation à la CTQ. Comment les prévenir, c'est surtout ça. Et avec ça, bien, on a deux avocats spécialisés dans le domaine du transport que je vais laisser se présenter. Donc, on part avec ça. Salut les gars! Salut! Salut! Salut tout le monde, Stéphane Lamarre, je suis associé directeur du bureau de Montréal de Quinte-Lamarre, je suis avocat spécialisé en transport et je suis responsable du groupe de pratique droit des transports. Bonjour tout le monde, Jean-Sébastien Mimeau, avocat spécialisé en droit des transports au bureau de Québec, chez Quinte-Lamarre également. Bon, ben super. Bienvenue les gars. On va commencer ça direct. Moi, je suis un propriétaire d'une entreprise et j'ai été convoqué à CTQ. Qu'est-ce que je dois faire? Belle question. Je vous dirais, la réponse peut varier dépendamment de où on se situe dans le temps. Fermé. Non, mais en fait, tu sais, la question, c'est si tu m'appelles 2 semaines avant l'audience, notre marge de manœuvre est ça de gramme. Puis si tu m'appelles une fois que tu as reçu ton avis de transmission de dossier, bien là, notre marge de manœuvre est ça de gramme. Puis mieux encore, parce que là, avant que le dossier soit transféré à la commission, il y a des lettres d'avertissement. Si tu m'appelles au moment des lettres d'avertissement, bien là, on a encore plus de jeux. Okay. Alors la réponse peut varier. Je dirais, regardons la situation idéale, peut-être. En fait, puis si je vous disais, il y a des lettres d'avertissement que la commission, pas que la commission, mais que la Société de l'assurance automobile du Québec envoie avant que le dossier d'une entreprise se retrouve à la commission. Dans un monde idéal, c'est là qu'on commence à réagir. Okay. Alors, chaque entreprise a un nombre de points lié à sa taille de flotte. Quand on atteint 50% des points d'une des zones de comportement, on reçoit une lettre d'avertissement de premier niveau. Quand on atteint 75%, on reçoit une lettre d'avertissement de deuxième niveau. Et le dossier est transféré quand on atteint 100% du nombre de points qu'on a dans l'une ou l'autre des zones de comportement. Mais là, c'est paniquant, là. On s'entend-tu, là, que faut que je réagisse, là? Oui. En fait, si on ne veut pas en arriver à paniquer, ouais. Il faut se questionner quand on soit à première lettre d'avertissement. Puis c'est là où, souvent, les propriétaires exploitants faillissent un peu. T'sais, ils ne réagissent pas trop, ça fait 50 pas de problème, ça va. Alors que c'est là qu'il faut se poser des questions. Puis c'est quoi les questions qu'on doit se poser? Bien, quand on a atteint 50 d'un des seuils, il faut regarder est-ce qu'il y a des conclusions qu'on peut tirer de cette réalité-là. Donc, est-ce que dans l'analyse de notre dossier PEVL, on voit, on a vraiment beaucoup d'infractions dans la conduite et de travail, ou on a 3 conducteurs qui sont responsables de la perte de la majorité de ces points-là. Quand on regarde les accidents, est-ce qu'il y a un type d'accident qui se répète? T'sais, est-ce que c'est des manœuvres de recul? Est-ce que c'est des virages à gauche? Et en faisant cette analyse-là, bien là, on est capable d'intervenir puis de cibler. Puis si on fait cette analyse-là, puis qu'on cible, puis qu'on intervient, bien normalement, notre dossier PEVL, il va arrêter de se détériorer. Ouais. Puis on ne se retrouvera pas à la Commission des transports. On ne peut pas réagir avant d'être rendu là. Il me semble que tu es une entreprise qui est moindrement grande, tu dois avoir quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine, juste dans l'entreprise, pour voir à régler ça, non? Ça, étonnamment, c'est assez varié. Puis tu peux peut-être nous donner un exemple de ce qu'on retrouve en entreprise, Jean-Sébastien, en termes de département, là, excusez l'anglicisme, là, de gestion de la conformité. En fait, on a toutes sortes de modèles, comme il y a toutes sortes d'entreprises au Québec. On a des gens dans certaines entreprises qui sont spécialisés, qui font une vigie quotidienne ou hebdomadaire du dossier PEVL, puis qui vont rentrer en contact avec nous pour nous demander certaines actions, corriger le dossier PEVL par rapport à des accidents, par exemple, parce qu'on a identifié qu'on est non responsable. Puis ces personnes-là font vraiment un suivi serré, puis ont une connaissance, puis sont capables de nous feeder aussi en information pour qu'on soit en mesure de tenir le dossier PEVL à jour. Parce qu'il y a un gros travail j'en parlais, là, de révision du dossier pour s'assurer que tous les événements qui y figurent, ça nous appartient vraiment. D'un, parce qu'il peut y avoir des erreurs qui ont été commises, puis il peut y avoir des corrections qui n'ont pas été faites. Ensuite de ça, on a d'autres modèles, des plus petites entreprises, où là, on parle au président de l'entreprise qui, lui, connaît moins son dossier PEVL. Quand on lui en parle, c'est PEV quoi? Fait que là, on a du tout au tout, puis il faut s'adapter à chacune, mais c'est important, du moins, de faire les recommandations qu'on fait, c'est faire une commande du dossier PEVL à chaque mois, pour pas avoir de surprise. Comme ça, on voit le dossier PEVL évoluer au fil du temps,
Puis si jamais il y a des conducteurs qui ont oublié de déclarer un événement, ben on le voit avant de le voir à la lettre de premier niveau arriver. Qu'est-ce qui amène ça? C'est-tu un manque d'information? C'est-tu un manque de ressources, de connaissances? C'est quoi? Il y a plusieurs éléments de réponse à cette question-là. Il y a, pour certaines entreprises, effectivement, une méconnaissance. Puis c'est surprenant de penser que 21 ans après l'entrée en vigueur de la loi concernant les propriétaires exploitants de véhicules lourds, ce qu'on appelle souvent la loi 430, c'est étonnant de voir qu'encore 20 ans plus tard, il y a encore beaucoup d'entreprises qui comprennent pas trop les risques auxquels ils s'exposent en ne gérant pas ça. Fait que oui, ça c'est une partie de la réponse. L'autre partie de la réponse, souvent, c'est les ressources qui sont dédiées à ça. Puis ça peut prendre deux axes. Il peut y avoir trop peu de ressources qui sont dédiées à la gestion de la conformité, ou il peut y avoir des ressources qui n'ont pas toutes les connaissances et les compétences voulues. Hein? Parce que, regarde, ben fin, tout est bon, tu en charge de la conformité maintenant. OK, mais là, moi, j'étais chauffeur. Tu sais. Puis comme conducteur, évidemment, vous avez été amené à toucher tous les aspects, mais c'est autre chose de dire, là, moi, j'étais tout seul dans mon camion, je gérais ça en fonction de moi puis de ma responsabilité, puis de dire, là, du jour au lendemain, là, j'ai une tâche de gestion, il faut que j'organise l'ensemble de la conformité pour l'ensemble des conducteurs. Oui. La zone de travail, elle vient d'augmenter, là. Puis de connaissances. Puis devenir gestionnaire du jour au lendemain, là, ça se fait pas comme ça. Alors, il y a oui un aspect de connaissance, mais ou de quantité de ressources qui sont dédiées, mais il y a aussi la question, est-ce que c'est les bonnes ressources qui sont dédiées à ça? Puis dans plusieurs entreprises, on a encore beaucoup des ressources qui sont multi-chapeaux. Souvent, on retrouve la conformité qui est collée aux opérations. Parce que bon, ben les propriétaires considèrent qu'il n'y a pas suffisamment de travail en conformité pour dédier une ressource uniquement à ça. Bien évidemment, dans la folie du quotidien, c'est les opérations qui ont tendance à gagner. D'ailleurs, si on veut être multi-chapeau, moi, si j'avais un conseil à donner, jamais mettre la conformité avec la personne qui s'occupe des opérations, parce que c'est sûr que les opérations vont gagner tout le temps. Il faut séparer la conformité des opérations, pas parce que les opérateurs sont malhonnêtes, c'est pas ça, mais dans le feu de l'action, on a une marchandise, on a un client qui l'attend, puis c'est facile. Alors ça prend, la personne qui est en charge de la conformité doit j'allais dire polisser, c'est peut-être pas le bon mot, venir un peu arbitrer, tu sais, puis se placer dans une position où ils vont supporter les opérations, notamment auprès des dirigeants de l'entreprise. Oui, puis je pense aussi, là, tu touches un point là-dedans, c'est qu'il faut aussi que ce soit le bon vouloir de tout le monde. Et je parle, écoute, j'ai un exemple dans la tête. Récemment, je travaillais dans une entreprise, puis je voyais des voyages passer, puis je voyais que, bon, l'arrimage était inadéquat. Rien de majeur, mais c'était inadéquat, puis c'était répétitif. Et j'ai parlé au propriétaire de l'entreprise, j'ai demandé, j'ai dit, t'es-tu conscient que dans certains de tes voyages, il y a des anomalies? Il dit, c'est sûr, je peux pas toutes les voir. Je peux pas toutes les voir, ça va trop vite. Il faut que je me fie aux chauffeurs, comme quoi qu'ils ont vraiment compris la formation qu'ils ont reçue. Parce qu'ils l'ont eu, mais il faut qu'ils la mettent en application. Il y en a des fois qui vont virer coin-rond, et c'est ce qui amène une convocation à CTQ, hein, des coins-ronds. Ben, tu sais, je dirais que il y a toujours un retour à faire pour toutes les formations qu'on donne. Parce que sinon, on va passer notre temps à donner des formations, on va se donner bonne conscience, mais c'est peut-être pas nécessairement suffisant. Alors, il faut trouver une façon de faire des contrôles de qualité après des formations pour s'assurer qu'elles sont bien comprises. Tu sais. Puis là, ben, un classique de contrôle de qualité, c'est au niveau de la ronde de sécurité. Tu sais, hein, on va mettre des collants ou tu sais, on enlève la jauge à huile. Ou, tu sais, on se donne des moyens pour s'assurer qu'effectivement la ronde de sécurité a été faite et bien faite. Et ça existe. C'est assez connu, commun dans l'industrie, mais on doit faire la même chose au niveau des heures de conduite et de travail. On doit faire la même chose au niveau de l'arrimage. Tu sais. Faisons-en des contrôles de sécurité. Moi, on a un client qui fait du transport surdimensionné.
Puis là, évidemment, là, c'est un exemple dans un contexte particulier qui ne peut pas être applicable dans toutes les circonstances, mais lui, son contrôle de qualité, il exige d'avoir une photo de l'arrimage avant le départ du chargement. Évidemment, on est surdimensionné dans un contexte bien particulier, mais eux se sont donné ça comme mécanisme de contrôle qualité. Ça pourrait être bon. On dit, regarde, je photographie mon voyage et je l'envoie directement au dispatch en même temps que mes papiers pour y montrer, ben, regarde, je pars, je suis légal. Fait que ça pourrait être de quoi d'intéressant aussi, là. Oui, puis tu sais, dans plusieurs endroits, là, les entreprises, soit ils ont des cours, ils passent une guérite. On peut former notre gardien à la guérite pour s'assurer, lui donner la formation sur l'arrimage, puis qu'il soit capable de regarder, évidemment, en remorque plateforme. Là, je sais que ça arrive, là. Mais c'est pas tout le temps. On peut donner un rôle plus actif à cette ressource-là, mais il faut se donner des moyens de faire des contrôles qualité. On peut pas se déculpabiliser ou se rassurer en se disant « mais je donne de la formation, ça m'appartient. C'est pas vrai, parce que ton rôle comme entreprise, c'est de t'assurer que le niveau de connaissance continue d'être optimal à travers le temps. Puis c'est pour ça qu'il y a des formations qu'on redonne à travers le temps. Parce que l'être humain étant ce qu'il est, on oublie. Puis il y a un aspect routine dans ce métier-là qui fait en sorte que c'est facile de se sentir confortable et d'arrêter. Alors, c'est pour ça qu'on doit redonner ces formations-là. Et on parle de formation continue. C'est un élément qui est trop peu fréquent, ça, dans les entreprises. Soit on donne des formations quand il y a des changements de réglementation, puis la formation, ces heures, ben, on va la donner à ce moment-là, puis on ne la redonnera pas parce que nos constructeurs vont avoir tendance à nous dire « on fait ça depuis 20 ans, quand même pas. » Mais ça change, hein? Ben oui, ça change, puis comme je vous dis, il y a l'aspect routine qu'il faut combattre. Ouais. Alors, et c'est pour ça qu'on doit redonner ces formations-là, puis le défi, puis je sais que vous partagez ce défi-là au CFTC, c'est de trouver des nouvelles façons continuellement de redonner la même matière, mais de façon différente. Oui. Parce que c'est sûr que si on donne la même formation aux 2 ans, c'est toujours la même formation donnée par la même personne, ben là, la valeur ajoutée est pas loin de zéro. Voilà. Alors, mais une année, ça peut être quelqu'un d'entreprise, 2 ans après, ça peut être quelqu'un de chez vous, un autre 2 ans après, ça veut dire, OK, on va la redonner mais d'une façon tout à fait interactive, sous forme de quiz. Il y a toutes sortes de façons, mais il faut avoir ce désir-là de se réinventer. Puis oui, dans les formations, mais dans l'ensemble des façons de faire. Il faut aller chercher notre monde, hein? Oui. Parce que c'est sûr que dans l'enseignement, nous autres, on le voit. Si je suis en avant puis je fais juste du magistral, je fais bien parler, je viens de perdre la moitié de mon public, là. C'est sûr qu'eux autres, là, ils pensent à d'autres choses, là. Fait que ce 50%-là, c'est fort possible que la réglementation, ils l'écouteront pas. Ils la connaîtront pas. Ils vont sortir de cette séance d'information-là puis ils n'auront rien retenu. Fait que c'est sûr qu'on parle de coin rond tantôt. Je parlais de coin rond tantôt. Je pense pas que ça soit la responsabilité de l'employé non plus, là. Il a peut-être bien juste pas compris la réglementation parce qu'il a été décroché. Hein, il a complètement décroché, fait qu'il l'a pas catché, puis il est sorti, puis il va continuer à sa façon, parce que sa façon fonctionnait. Donc, ce que vous amenez, c'est de faire des suivis. Ça, c'est important. Mais c'est là où c'est important. Jean-Sébastien, tantôt, disait, tu sais, ça commence par l'analyse du PEVL, puis il faut regarder s'il y a des tendances. Mais au-delà du PEVL, il y a toute une séquence, une série de processus que l'entreprise doit vouloir avoir pour éviter de se rendre à la commission. Puis malgré ça, on n'est jamais blindé, puis c'est jamais béton. Mais un programme de formation continue, ça, de mon point de vue, c'est essentiel. Et il faut y investir du temps, par exemple. Il ne faut pas juste que ce soit un calendrier de formation. Il faut se définir quels sont les objectifs. Puis après ça, regarder avec les personnes qui donnent la formation de quelle façon on fait pour les atteindre. Tu disais, écoute, il faut faire un suivi. Une fois que la formation, ces heures de conduite et de travail est donnée, évidemment, il faut les contrôler, les heures de conduite et de travail. Puis quand je dis les contrôler, évidemment, l'aspect facile, c'est de regarder ça du point de vue du conducteur. On regarde les rondes, pas les rondes, mais les fiches sur les heures de conduite et de travail. On regarde si la réglementation est respectée. Il faut, quand on analyse ça, il faut aussi pousser le processus d'analyse. De la même façon que, faut regarder ça de la même façon que le frais contrôle routier s'il venait nous inspecter. Alors, il faut faire une référence croisée avec les bons de pesée, avec les factures d'essence, avec les bons de payage, puis là, de s'assurer qu'effectivement, l'information qu'on retrouve là est exacte. Puis là, une fois qu'on sait qu'elle est exacte, est-ce qu'il y a une bonne gestion des heures de conduite et de travail qui est faite par le conducteur?
Puis s'il y a une problématique, bien là, il faut intervenir. On parle d'audit interne. Ouais. C'est vraiment le terme. Oui, oui, parce que ça, la vérification des heures de conduite et de travail, je pense que chaque entreprise doit faire ça. Une entreprise qui fait que donner de la formation puis fournir les livrets, là, c'est dépassé. Là. On ne peut pas dire que c'est une entreprise qui est raisonnablement diligente. Alors, s'il y a une problématique, il faut regarder quelle est la problématique. Est-ce que c'est le conducteur? Si oui, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il ne comprend pas la réglementation? Est-ce que c'est parce qu'il gère mal son temps? Parce qu'évidemment, il y a une liberté quand on est conducteur de véhicules lourds. Alors, ça se peut que ce soit juste parce qu'il gère mal son temps. Puis là, à ce moment-là, on fait des interventions ciblées, voulues, qui amènent la correction. L'autre problématique potentielle, ça peut être dans la répartition, dans le dispatch. Est-ce que c'est effectivement le répartiteur qui pousse trop le conducteur? Alors, si c'est ça la problématique, mais là, il faut intervenir comme entreprise au niveau du ou des répartiteurs pour dire non, nous, là, ce qu'on vous demande, c'est que ce soit conforme. Puis, oui, c'est vrai qu'il y a de la pénurie de main-d'œuvre, mais la réalité, c'est que ça ne nous donne pas plus d'heures de conduite et de travail. Puis, c'est à nous de trouver une façon de livrer nos chargements en respectant les heures de conduite et de travail. Puis je pense que dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre, d'ailleurs, les répartiteurs doivent vraiment devenir de plus en plus des planificateurs de voyage. Ouais. Puis ça, c'est pas encore très naturel dans l'industrie. Trop souvent, les dispatchs, dans le passé, disaient, regarde, j'ai un voyage, j'ai un tracteur, j'ai un conducteur, on a un match parfait, go. C'est pas comme ça. Dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre, on doit avoir des planificateurs de voyage de façon à maximiser l'utilisation des véhicules qu'on a et des conducteurs qu'on a. Alors, on doit faire ce contrôle-là, mais on doit faire ce contrôle-là sur l'ensemble des aspects. Mais ça, c'est dans la vie courante d'une entreprise. Tu me parlais d'un audit. Moi, ce que je proposerais aux entreprises de faire à intervalles réguliers, aux 2 ou aux 3 ans, c'est de demander à des ressources externes de venir faire un audit. Ouais. Parce que nous, là, quand on est dedans, là, c'est sûr qu'on pense qu'on est bon. Là. Ouais. Si tu me poses la question, là, vous autres, les gars, là, dans votre secteur de transport, là, est-ce que vous êtes extra puis top-notch? Là? On va se regarder. C'est sûr. Mais la réalité, c'est qu'on est dedans. On veut être bon. Mais à un moment donné, tu as le nez sur l'arbre puis tu vois plus. C'est la même chose pour les entreprises. Alors, un investissement dans une vie d'entreprise, là, c'est effectivement de demander à des ressources externes de venir faire un audit. Donc, les autres vont trouver la faille. Oui, je sais que vous en faites au CFTC. Il y a d'autres consultants privés qui font ça. Puis là, ils vont venir, puis ils vont passer chez vous, puis ils vont regarder votre entreprise comme le ferait un contrôleur routier. Alors, OK, explique-moi comment tu fonctionnes ton processus d'embauche. Montre-moi tes dossiers conducteurs. Montre-moi tes dossiers véhicules. C'est quoi ton calendrier d'entretien? Est-ce que tu as effectivement ton annuel puis tes 2 préventifs ou tu as tous tes PEP puis t'es accrédité PEP? Comment tu gères tes heures de conduite et de travail? C'est quoi le rôle de ta répartition dans ça? Toi, tu fais du flatbed, les règles d'arrimage, là, comment c'est communiqué à tes conducteurs? Souvent, puis ça, c'est un élément. Là, formation aussi, comment il est fait, toi? Alors, et là, tu viens chercher un bulletin qui t'est donné par quelqu'un de l'externe. Alors lui, il ne doit rien à personne, là. Son mandat, c'est de donner une image juste. Il prend une photo d'entreprise. Oui. Puis il dit, regarde, ça, là, c'est beau. Ça, c'est excellent. Ça, si toutes les entreprises avaient ça, ça serait bon. Ça, par contre, ça, c'était amélioré. Puis regarde, super facile. Tu as juste à faire ça comme ça, puis tu vas régler ton affaire. Puis ça, tu as vraiment un problème. Puis là, il faut analyser la cause pour être capable de trouver la bonne solution. Ça va amener... ça va justement pas amener une convocation à CTQ. Oui. Par contre, on parle d'audit, puis je pense qu'on fait beaucoup le tour pour ce qui est des entreprises eux-mêmes, mais on parle d'audit contrôle routier. Tu viens de m'en parler. Oui. Qu'est-ce qui m'amène à avoir un audit de contrôle routier? Contrôle routier, en fait, ce qu'il faut savoir, là, c'est que quand on évolue dans une entreprise réglementée, on est toujours susceptible d'être visité par les autorités dans ce qu'on appelle une visite de conformité générale. Alors, ils viennent pour s'assurer qu'on respecte généralement les règles qui s'appliquent à notre industrie. C'est vrai en camionnage,
C'est la même chose quand on œuvre en restauration. Peu importe le domaine, quand on est dans un domaine réglementé, les autorités régulatrices ont le droit de débarquer chez nous pour venir voir si effectivement on respecte les règles qui nous sont applicables. Qu'est-ce qui fait qu'ils décident de débarquer chez nous? Techniquement, tous les propriétaires exploitants peuvent être visités. Dans la vraie vie, ils ne le sont pas tous. Plus mauvais est le dossier propriétaire et exploitant, plus on court de risques qui viennent nous visiter. Je pense qu'il y a de quoi qui les amène automatiquement. Un accident, là... Ben, en fait, il faut séparer deux types de visites. Alors, l'audit en entreprise classique, là, ils viennent en fonction de l'état de notre dossier PEVL. Plus ils se détériorent, plus ils sont susceptibles de venir nous voir. Puis si, quand ils viennent nous voir, ce qu'ils découvrent n'est pas joli, ben ils vont nous le dire en partant. Là. Je vais revenir dans le prochain 12-18 mois, arrange-toi pour que ce soit correct. Lorsqu'on a reçu les lettres de premier, deuxième niveau, on est dans une zone qui est plus à risque de recevoir les visites des contrôles routiers. On va avoir une surprise. Ouais. Ils n'annoncent pas 2 semaines à l'avance. Là. Non, ils pas tout le en temps. surprise. Hein. Ben, quand ils viennent faire une visite générale, ils ont tendance à dénoncer qu'ils s'en viennent pas 2 semaines à l'avance, mais ils vont dire que je vais être là dans 2 jours. Okay. Quand ils viennent suite à un événement, un accident mortel, par exemple, ou une plainte, ben là ils ne s'annonceront pas d'avance. Et ils vont nous poser des questions. Là, à ce moment-là, on peut se poser toutes sortes de questions juridiques quant à savoir s'ils peuvent venir frapper à notre porte une fois qu'il y a une plainte ou s'ils doivent avoir obtenu un mandat de perquisition préalablement. Là, je vous fais grâce de ça, mais il y a tout un débat qu'on pourrait faire à ce moment-là. Est-ce qu'ils sont vraiment en enquête? Il pourrait arriver avec un mandat. Oui. Est-ce qu'ils sont en vérification, c'est-à-dire en validation de conformité générale, ou ils sont en enquête parce qu'ils ont des motifs raisonnables et probables de croire? Là, il y a tout un débat. Mais oui, puis là, évidemment, quand ils arrivent avec un mandat, parce que ça arrive, ben là, c'est pas... On est en dehors du champ de l'inspection, du contrôle. Là, on n'est plus dans la vérification générale. Là, ils ont des motifs raisonnables et probables de croire. Puis ça, c'est pas agréable. Non, mais le mandat, tu es obligé de donner tout ce qu'ils demandent, mais... Le but premier, c'est quand ils arrivent et ils font un audit, c'est de coopérer quand même. C'est de monter carte blanche. Là. Ben c'est sûr que si on ne collabore pas, on est susceptible de se faire poursuivre pour entrave. Hein? Ouais. Alors, tu sais, ou d'avoir qu'il y a un mandat qui va être délivré. Ben oui. À ce moment-là. Si on ne collabore pas et on ne leur donne pas, ils vont aller en chercher un mandat. Et là, par contre, ça va être difficile de leur expliquer qu'on veut que ça fonctionne. Je veux dire, quand on n'est pas correct, ben on est mieux de leur dire qu'on n'est pas correct dans le cadre d'une vérification générale de la conformité que de les voir revenir avec un mandat de perquisition parce qu'ils n'auront plus le goût de jaser avec nous autres là. Puis si ultimement là, il découle à ce point un nombre d'infractions à ce point important que le dossier est transféré à la commission, eux non plus ne sont pas très réceptifs si on a dû faire face à un mandat de perquisition. Puis, c'est pas amusant la perquisition parce que là, ils arrivent avec la Sûreté du Québec. Okay. Souvent, ils barrent les entrées et les sorties. Les opérations sont complètement arrêtées. Okay. Ils mettent les gens dans une même salle, puis ils vous traitent comme si... des criminels. Oui, c'est vraiment ça. C'est pas... Les entreprises qui ont vécu ça n'ont pas beaucoup apprécié. Là. Donc, ce qui nous amènerait à avoir un audit du contrôle routier, c'est notre dossier. Donc, problème quasiment résolu avec tout ce qu'on vient de mettre en application depuis le début. On prend les devants, justement, pour que notre dossier de conduite soit clean, excusez l'expression, et ensuite, ben, on a la paix. Pour ce qui est de certains événements, c'est certain qu'on n'est pas à l'abri d'un événement grave, là, s'il arrive un décès. Puis tu sais, là, on le regarde juste dans le contexte du dossier PEVL, mais dans la vraie vie, là, plus on gère nos opérations, plus on donne des outils à nos conducteurs pour qu'ils soient bons, ben oui, on risque de s'éviter la convocation à la Commission des transports du Québec, mais on va s'éviter des dommages à cargaison, on va s'éviter des retards. Ça va faire des clients plus heureux, ça va faire des conducteurs plus heureux, et ça va faire une entreprise qui fonctionne mieux. Parce que, tu sais, il n'y a pas de recette miracle, là, tu sais, oui, là, on le regarde dans l'œil de « il faut éviter la convocation à la Commission des transports », mais puis moi, là, et c'est quelque chose que je veux démystifier, dans
tout ce qu'on propose d'éléments d'amélioration, analyse du dossier PEVL, suivi avec chacun des conducteurs en cas d'infraction, d'accident, formation, politique et procédure, puis ensuite, s'il y a lieu, processus de gradation des sanctions, là ça a l'air bien gros, là, puis tout le monde se dit, hey, les conducteurs, ils voudront rien savoir de ça, puis ils vont avoir peur. La réalité, c'est pas ça. Là. Puis moi, je l'ai testé même dans une entreprise parce que on avait un client qui croyait pas à ça, puis lui, il était rendu convoqué, il y avait eu un accident mortel responsable. Puis là, j'avais dit, écoute, t'as pas de choix. Moi, je sais qu'est-ce qu'ils vont te demander. Puis là, voici ce qu'il faut que tu mettes en place pour que effectivement, ils soient convaincus à la fin de l'exercice de la convocation que tu ne souffres pas de déficience. Puis le client, ça ne tentait pas bien, mais il a fini par me dire, regarde, je vais le faire parce que c'est toi l'expert, puis je vais te suivre. Puis un des éléments, en fait, deux éléments sur lesquels j'avais insisté, c'était la formation continue, puis le suivi sur chacun des événements. Puis là, tout le monde voit juste la suspension puis le congédiement. Mais si tu interviens à temps auprès des conducteurs, tu ne te rendras pas à la suspension ni au congédiement. Les conducteurs, là, quand ils se lèvent le matin, ils se disent pas, hey, moi, là, je vais aller prendre une contravention, là, puis m'a perdre 100, 200, 300, 400 piastres. Tu peux monter. Tu peux monter. Eux, ils veulent juste faire leur travail de la meilleure façon possible. Ouais. Alors, ils ne se sentiront pas suivis à la trace, pieds. C'est pas vrai. Ils vont se sentir supportés par leur employeur. Ils vont avoir l'impression que leur employeur leur donne des moyens d'être meilleurs. Puis en faisant ça, vous allez voir, le niveau du dossier PEVL va s'améliorer. Il va y avoir moins d'événements, moins d'infractions, moins d'accidents. Puis comme je vous le disais, ultimement, si on sort du PEVL, moins de marchandises endommagées, moins de clients insatisfaits, puis des bien plus belles opérations. Ça fait des conducteurs qui sont loyaux. On parlait de pénurie. Là. Ce qu'on veut, c'est que nos conducteurs restent chez nous. Exactement. Il faut les rendre heureux. Puis bien sûr, on peut les rendre heureux en organisant des barbecues. Mais ultimement, ça dure juste un temps. Ils sont heureux quand ils se sentent appréciés et quand ils se sentent supportés. Ouais, quand tu es apprécié dans ta job, dans ton métier, c'est valorisant. Fait que, comme mot de la fin, on pourrait dire, on veut pas se présenter à CTQ, là, on fait de la prévention, on fait de la formation, on fait des suivis. Je pense que c'est les 3 mots clés là, pour réussir à ne pas se présenter de bonne commission. Tout à fait. Fait que, merci les gars, ça a été super intéressant, on a appris encore énormément aujourd'hui. Fait que, je suis content d'avoir pu parler avec vous autres. Fait que, j'espère que tout le monde a apprécié. Puis, vous avez des questions, ben gênez-vous pas. En commentaire, on répond, puis ça nous fait plaisir d'avoir un suivi. Fait que, merci. Bye. Merci. Au revoir.